Retour de l'FC avec notre invité Amara Simba, ex-joueur de Cannes, ex-joueur du Paris Saint-Germain. On l'appelle le roi de la bicyclette. Nous n'aurons pas les images, mais il fallait voir ce geste magnifique qu'il avait réalisé. Il existe. Amara, bonsoir. Bonsoir. Et puis nos éditos, bien sûr, Mohamed Traoré et Noureddine Sali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et puis la question de l'FC, les sportifs africains aident-ils suffisamment leur pays après la fin de leur carrière ou pendant leur carrière? Alors, avant de passer au jingle, Amara, je vous pose la question. Est-ce que vous avez le sentiment que vous aidez suffisamment vos pays d'origine lorsque vous avez terminé votre carrière? Du moins ceux qui ont gagné beaucoup d'argent. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent et qu'on les a acceptés de venir au pays, ils sont non seulement ils peuvent aider le pays, mais ils ont la possibilité de le faire. Sans citer des noms, mais est-ce que vous sentez qu'il y a... Il y en a quelques-uns, oui. Il y en a quelques-uns même qui vivent dans le pays actuel, mais qui n'étaient pas là-bas au départ. D'accord. Le jingle, quel héritage justement pour la Guinée après le départ de Michel Dussuyer à la tête de la Guinée, c'est le dossier de l'FC. Et nous allons voir le sujet. Vous allez constater, en écoutant bien, qu'il y a quelques petits soucis quand même, et Amara Simba va nous expliquer. Alors, ce sujet que nous est proposé par la rédaction justement d'Africa 24, et c'est signé précisément Ibrahima Dioumaba. Écoutez bien et regardez. L'équipe nationale de football A de la Guinée n'est pas au mieux de sa forme. Troisième de son groupe pour le tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 derrière le Zimbabwe et le Swaziland. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Luis Fernandez en avril 2015, l'équipe n'a enregistré qu'une victoire en match amical contre l'Algérie. L'équipe reste confrontée à l'absentéisme de ses joueurs cadres depuis l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il était venu à un moment où il y avait assez de problèmes aussi au lendemain de la CAN 2015 avec des joueurs qui refusaient de répondre à la sélection. Et lui, il est venu, il a demandé à ces joueurs de revenir. Malheureusement, son discours n'a pas donné. Donc, on a vu quand même qu'il n'avait pas l'intégralité de son effectif. Et en plus de cela, on a vu quand même qu'il a eu des débuts compliqués avec une défaite contre le Tchad, une défaite contre le Swaziland. Donc c'était compliqué. Ça fait du bruit, mais la Guinée est allée au Zimbabwe diminuer également. On a fait match nul. C'est un entraîneur qui est très rigoureux et qui veut quand même que ses joueurs se surpassent sur le terrain. En dépit des contre-performances de l'équipe nationale A, le football guinéen se porte bien sur la scène internationale. L'équipe nationale U17 vient de participer à sa première Coupe du Monde. Malgré son élimination au premier tour, vendredi 23 octobre, elle a fait bonne impression. L'équipe nationale locale s'est qualifiée samedi 24 octobre à son premier championnat d'Afrique des Nations face au Sénégal à Dakar. Cependant, ces équipes ne bénéficient pas de l'appui et de l'encadrement nécessaires des autorités guinéennes. Il y a eu, si vous voulez, l'absence de l'État, de la part de cette équipe-là, parce que l'État était complètement absent dans la préparation des joueurs. Il y a, depuis le match, le premier tour de ces éliminatoires contre le Libéria, des teams qui ne sont pas payés. Et malgré tout, l'équipe s'est qualifiée. Et ça, c'est de bonnes augure parce que c'est une première pour cette équipe au CHAN, le suivi des moins de 17 ans, qui s'est fait éliminer dès le premier tour de la compétition avec deux défaites contre la Corée et le Brésil et également un match nul contre l'Angleterre. Et d'ailleurs, ce sont des joueurs qui évoluent justement dans les clubs informels, qui ne viennent pas des académies, des centres de formation de football comme les joueurs brésiliens, comme les Coréens, comme les Sénégalais. Mais il n'y a pas d'école de football en Guinée, ça a beaucoup joué sur cette équipe. La date de reprise du championnat de football n'est pas encore annoncée par la fédération, qui étudie la proposition des clubs de mettre en place une ligue de football professionnelle. Luis Fernandez a signé un contrat de 20 mois renouvelable avec la FEGIFOOT, qui lui a demandé une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Voilà, quelques mots sur le championnat de la Guinée-Conakry avec l'équipe d'Oroya qui a terminé en tête devant Kaloum Star, troisième Sumba, et puis descendent justement Sontoba et Séquence qui ont été donc relégués en division inférieure. Amara Simba, me suis-je trompé?
Non. Non. Alors Amara, qui a contribué à l'arrivée de Luis Fernandez à la tête de l'équipe de la Guinée? Vous avez contribué avec Kabadze Awawa. J'ai vu Eric Fabre aussi, assis à la table, qui lui est togolais. Excusez-moi de préciser. Oui. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je pense que initialement, c'est avec Eric Fabre. Donc il y a eu des discussions là-dessus. Donc on l'appelle même le facilitateur. Donc il y a eu une proposition d'un entraîneur. Eric Fabre nous a associés avec Luis Fernandez, c'est-à-dire moi en tant qu'adjoint, Kaba comme coordonnateur. Donc 2 Guinéens qui accompagnent Luis Fernandez. Quels sont les éléments qui influaient pour que ça soit Luis Fernandez, par exemple? Parce que là, il y avait, comme on a entendu au début du reportage, donc il y a eu quand même une cassure après la CAN. Il y a eu certains problèmes, donc la Guinée avait besoin d'une certaine rigueur au niveau d'une certaine discipline. Comme lui, c'était... Michel Dussier ne faisait pas l'affaire? Michel, on ne peut pas nier le travail qu'il a fait. Quand on est en quart de finale tout seul, le travail qu'il a fait, moi je dis chapeau, c'est pas facile. Maintenant qu'on est sur le terrain, on sait que c'est pas facile pour une seule personne. Je pense qu'il a fait un bon boulot. Il a fait un très grand boulot. S'il est au Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. Donc, nous, on arrive sur une situation qu'on ne connaissait pas. Oui, alors, mais quel est votre rôle par rapport à Luis Fernandez? Mon rôle par rapport à Luis Fernandez, moi, je suis l'adjoint. L'adjoint sur le terrain, l'adjoint numéro 1. Il faut signaler que vous êtes diplômé, vous avez reçu tous vos diplômes. Je suis diplômé, donc c'est pour cela que c'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre à côté d'un entraîneur qui a eu l'expérience d'entraîner Paris Saint-Germain aussi ou à l'étranger. Pour moi, c'est beaucoup plus facile puisque je vais sur un territoire aussi qui est mon pays d'origine. Ces passages à l'étranger ont été plutôt éphémères, hein? Oui. On ne peut pas dire que bon. Ouais, mais après il y a le fait de s'adapter à un climat ou à un pays quand on ne connaît pas, c'est pas donné à tout le monde non plus. Comment ça se passe les relations entre vous et Luis Fernandez et Kabadze Awawa? On travaille. On sait qu'on n'a pas eu une partie très facile. C'est pas une partie de plaisanterie. Hein, on a du boulot puisque il y a des tensions parce qu'on n'a pas tous nos éléments. C'est-à-dire tous nos joueurs cadres, ils arrivent petit à petit, on les retrouve. On a commencé avec une défaite, deux défaites et un match nul. Donc c'est pas. Oui, alors pas justement, dans le sujet, on a entendu, excusez-moi de vous interrompre encore, mon cher Amara. Notre journaliste disait, notre confrère disait que les cadres ont du mal à venir. Oui. C'est pas à cause de Luis Fernandez? Moi, j'étais là dès le départ. C'est vrai que lui, il a voulu mettre une certaine rigueur d'entrée, sans savoir ce qu'il y avait en dessous. Donc, nous, on ne savait pas que certains joueurs avaient pris un peu de recul, certains joueurs cadres avaient pris un peu de recul après la CAN, parce qu'il y avait des dysfonctionnements entre eux, entre les joueurs. Là, on l'a su après. Et comme c'était un peu trop tard, on est arrivé sur les premiers matchs. Donc on a dit, on va partir avec des éléments neufs et qu'on ne connaît pas, diminuer. Et c'est pour cela qu'on a du mal à construire une équipe. Et là, on arrive, aujourd'hui, quand je vous parle, on a retrouvé pratiquement tout le monde. Alors, Mohamed, la situation n'est pas un peu ubuesque. Vous, que pensez-vous? Après, peut-être Noureddine veut prendre la parole avant. Oui. Parce que Noureddine, il a chaud là ce soir. Oui, mais une question. C'est pas question qu'il a chaud. Moi, j'étais le premier à critiquer. Je vais pas m'éclipser. Oui, bien sûr. Je dis ce que je pense et je maintiens ce que je disais. C'est que moi, personnellement, je parlais d'un collectif qui marchait. Et je pense que le fait que des joueurs ont hésité à rejoindre l'équipe nationale, c'est que soit ils voyaient comme quoi il y a un collectif, il y avait une machine qui marchait, pourquoi on va brusquer le départ par le départ de Desuyer, ou bien il y a des joueurs peut-être qui hésitaient à l'arrivée de Luis. Et quand on voit les résultats des premiers matchs, ça s'explique. Là, peut-être la maillot, comme on dit, commence à prendre, et là, peut-être vous commencez vous connaissez. Je parle du staff comme des joueurs.
voir. Et les résultats, moi j'ai suivi, j'ai regardé les 2 derniers matchs contre l'Algérie et contre le Maroc. Je vois qu'il y a, on va dire, il y a un sang neuf, déjà des nouveaux joueurs. On attend toujours le retour du grand Traoré. Ça, tout le monde, tous les Africains l'attendent en Guinée. Je pense qu'il va revenir. Et je pense que la machine est en route là, si je me trompe pas. Mohamed? Non, sur la situation, bien évidemment, comme il a dit dans ses propos, ils sont arrivés dans une situation, il y a un certain passé du vestiaire qui était là, que eux ils savaient pas du tout. Ils sont tombés dessus. Moi, je pense que la fédération a aussi une part de responsabilité dans ça, parce que est-ce que il y a eu un bilan de la CAN, le problème qu'il y a eu avec les joueurs? Est-ce qu'ils ont été informés ou pas? Est-ce que la Fédé n'a pas voulu surfer par le fait que c'est Luis Fernandez et que ça allait créer un élan avec Kaba Diawara et Amara Simba sans que certainement il y ait eu une sorte de transmission entre peut-être l'ancien staff technique ou le nouveau? Est-ce que vous avez maintenu certaines personnes de l'ancien staff technique, etc. Peut-être que ça aurait pu vous aider. Oui. Et est-ce que les relations sont bonnes aussi avec la fédération et le gouvernement? Oui, non, la fédération, il n'y a aucun souci, heureusement, parce que vu le parcours qu'on a, parce qu'on a vu des entraîneurs limogés pour moins que ça, donc nous, on a vraiment une bonne relation avec la fédération, parce qu'il y a un staff qui est énorme, qui est présent, que la Guinée n'a jamais eu, mais... Tu peux avoir les staffs que tu veux, mais si tu n'as pas les joueurs sur le terrain, est-ce que les joueurs, il n'y avait pas de cassure entre les joueurs et la fédération? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un travail de fond qui est mis en place pour qu'on retrouve si on a tous nos meilleurs joueurs, on peut affronter n'importe quelle équipe. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent revenir? Comme disait Noureddin. Non, mais là, ils arrivent, parce que là, on a retrouvé quasi une bonne partie de notre contre l'Algérie. On avait pas mal. Et c'est-à-dire que, excusez-moi de rigoler, Michel Dussuyer ne vous a pas donné les numéros lorsqu'il partait. Comment vous avez dit que vous êtes à la recherche des joueurs? Non, on n'est pas à la recherche des joueurs. Les joueurs, on le connaît. Les joueurs, ils ont été en quart de finale. Non, on sait où ils sont. Vous savez où ils sont, mais bon, c'est ce que je disais initialement, avant que nous, on prenne la sélection, il y avait des problèmes. Donc nous, on peut pas être, on est pour rien. Mais après, oui. Amara, est-ce que c'est pas les 2 derniers matchs contre l'Algérie et le Maroc qui a quand même essayé de mettre à côté le doute qui était là à un certain moment? Le résultat contre le premier en Afrique, l'Algérie, c'est pas rien. Et le comportement de l'équipe nationale de la Guinée contre le Maroc, c'était quand même autre chose. On va faire court parce qu'on est pris par le temps. Allez-y, répondez rapidement. Le doute, non. On avait nos meilleurs éléments sur le terrain. Oui. On a vu, on a pris un but. Donc, les joueurs, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas bougé. Ils ont continué à jouer le football qu'ils connaissent. Et là, on a fait la différence. Donc ça, c'est le football qu'on connaît, des Guinéens. Amara, je vous arrête. Pour finir là-dessus, beaucoup d'espoir quand même sur le football guinéen, parce que les présidents des clubs locaux ont fait un travail colossal. C'est ce qui fait que les U17 sont à la Coupe du Monde. Et c'est ce qui fait que les U23 vont aller à la Chambre. Et ça, c'est très important. Merci, monsieur. Est-ce qu'il est guinéen, lui? On va s'arrêter là. Je suis moyen. Un témoignage très poignant, c'est celui de Kodjovio Bilalé, qui a échappé à la mort dans cette fameuse fusillade. Il a vu mourir 2 personnes devant lui. Écoutez, il a sorti le livre, je vous laisse écouter l'extrait, mais c'est assez poignant ce qu'il dit. Écoutez. On ne les oublie pas. C'était mon coach Amélété Abalo et Stan Oklo, on ne les oublie pas. Et c'était vraiment atroce. Et ce que j'ai vu ce jour-là, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. C'est tellement fort que moi-même... j'ai oublié que j'avais des balles dans le corps. C'est-à-dire que tu vois votre attaché de presse qui demande de l'aide, qui est criblé de balles de l'épaule jusqu'au ventre et tu vois tout quoi. Et là ça donne un coup de froid et je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un moment dur. Je savais même pas si je pleurais ou je criais. Mais j'étais bouche bée parce que tu vois la personne qui demande de l'aide, qui demande à toi l'aide, t'es dans la même situation. Et c'était vraiment un moment inoubliable et l'image là, je l'avais gardée longtemps.
Il y a un truc qui m'a fait bizarre aussi, j'étais sur le plateau des RFI. Le jour où je sors mon bouquin, c'est le jour-là que M. Issa Hayatou est nommé le président d'intérim de la FIFA. Et ça m'a fait drôle d'effet. Après, ce qui s'est passé, j'ai pas eu de lettre jusqu'à maintenant. J'en veux pas aujourd'hui parce que j'en ai parlé trop de ça. Et je suis sûr qu'ils en verront même pas de lettres. Et je trouve ça un peu pas bien des instances comme ça. Et privilégier d'abord le pouvoir avant le bien-être d'humain, je trouve que c'est un peu aberrant. Voilà, donc il rend hommage aussi à M. Faure Gnassingbé, qui est président de la République du Togo, et puis à la femme, à l'ex-femme de Nelson Mandela, et puis à certains amis. Alors, messieurs, nous allons faire très très vite parce que concernant les entraîneurs qui ont changé d'équipe, nous allons voir quelques photos. Henri Kasperzak, qui est passé du Mali à la Tunisie, c'est Mohamed Traoré qui l'a viré. Il y a le Nigeria qui a hérité de Sunday au lycée. Nous allons voir d'ailleurs les photos, si vous voulez bien, si possible. On va nous envoyer des photos d'Henri Kasperzak et de l'entraîneur du Nigeria. Est-ce que c'est possible? Qu'on me fasse un petit signe. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, je vois toujours pas les photos. Il y a également des changements. Alors, on m'a dit qu'il y a des changements. Mohamed, c'est vous qui avez viré Kasperzak? Non, ça c'est le président de la fédération qui a ce pouvoir-là. En même temps, il venait de prendre une équipe qui était 3e d'Afrique et ils n'ont pas pu se qualifier pour les quarts de finale. Ça s'expliquait qu'il n'a pas continué son mandat. Oui, et puis du côté de l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est Dussuyer qui a pris la relève. À la Mauritanie, c'est Corentin Martins. Au Mali, donc c'est Alain Giresse qui est arrivé. Et nous apprenons à l'instant que Rigobert Song a pris la tête de la sélection du Tchad, Amara Simba. Oui, tout à fait. Rigobert Song, mais oui, on en parlait déjà depuis quelques temps. Ça va défendre alors. Oui, ça va défendre. Parce que c'est un ancien grand défenseur du Cameroun. Il a beaucoup aidé la sélection du Cameroun. Voilà pour l'essentiel de l'actu sur cette deuxième partie d'émission. Nous sommes obligés d'aller très vite. On se retrouve tout à l'heure pour parler des jeunes des moins de 17 ans pour la Coupe du Monde. À tout de suite.